Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous commençons le cours à proprement dit sur le déterminant. Il y a eu une vidéo d'introduction sur le groupe symétrique, mais celle-ci constitue le cours 1 sur le sujet. Alors, le polycopier commence de façon un petit peu raide, entre guillemets, avec la description des formes P-linéaires, alternées ou antisymétriques. Alors, j'ai choisi d'intégrer une introduction que j'appellerai le point 1,0. Alors, dans ce point 1, on parle de déterminant de n vecteurs dans une base d'un espace vectoriel. EV signifie espace vectoriel, bien sûr, de dimension n. Important, hein. Deux vecteurs en dimension 2. Le déterminant concernera 3 vecteurs en dimension 3, 4 vecteurs en dimension 4, etc. Justement, l'étude des faibles dimensions va sans doute nous donner une idée, enfin j'espère que ça vous aidera. Commençons par le cas n égale 2, je ferai le cas n égale 3 dans cette introduction. N égale 2 et n égale 3 sont deux dimensions dans lesquelles les calculs sont encore assez simples. Alors, grand E désigne ici un K espace vectoriel de dimension 2. K c'est son corps de base, donc c'est soit R soit C. On prend une de ces bases, alors au hasard, hein, on l'appelle E1, E2, bêta égale E1. E2, alors pour deux vecteurs x et y dans E, ils ont chacun une matrice de coordonnées sur la base bêta que j'ai notée comme ça, et non pas math. Hein. Vous savez que quand ça concerne qu'un seul vecteur, j'aime bien éviter la notation math, ou en tout cas la raccourcir. Donc la matrice dans la base bêta de x c'est x1, x2, celle de y c'est y1, y2, où x1, x2, y1 et y2 sont 4 scalaires. Ça signifie bien sûr que x c'est x1e1 plus x2e2 et y c'est y1e1 plus y2e2. Vous voyez que les scalaires x1, x2, y1 et y2 dépendent du choix de la base. Hein. Alors, on pose déterminant de xy dans la base bêta, ça égale x1, y2 moins x2, y1. Alors c'est ça la définition, hein. Voilà, hop, on pose. Et on dit alors, on appelle ce scalaire, vous voyez que c'est un scalaire, le déterminant dans la base bêta des vecteurs x et y ou de la famille xy. Vous savez qu'on dispose d'une notation, mais ce n'est qu'une notation, hein, c'est pas la définition. Ça, c'est une autre façon de d'écrire ce scalaire-là. x1, x2, y1, y2. Vous voyez, et ça sera utile pour la suite, qu'on a concaténé les deux matrices dans la base bêta de x et de y, et qu'on a remplacé les parenthèses par des barres. Bon, je vous rappelle que ce symbole signifie ça fois ça, moins ça fois ça. x1, y2, moins x2, y1. Alors, on va s'intéresser là aux propriétés d'une application qu'on vient de définir. Regardez, bêta étant fixé, à chaque fois que je vous donne un couple xy, vous pouvez créer un scalaire avec. Donc on vient de créer une application qui va de grand E croix grand E, ou E carré, à valeur dans K. Et les propriétés de cette application font l'objet de l'étude suivante. Alors j'ai écrit ici l'application dont je vous parlais à l'instant. Hein. Le déterminant dans la base bêta, en fait, est une application. Une application qui va de E carré. E carré c'est E croix E, donc il y a une famille de vecteurs de E associe un scalaire, puisqu'elle va dans K. Ce scalaire, c'est déterminant dans la base bêta de xy. Donc vous voyez que c'est une application de E carré dans K. Elle est alors bilinéaire et alternée. Alors, bilinéaire, qu'est-ce que ça signifie ? De façon rapide, ça signifie que si on fixe l'un des vecteurs, l'application, du coup, va de E dans K, et elle est linéaire. Par exemple, elle est linéaire par rapport à sa première variable, si la seconde est fixée. De même, elle est linéaire par rapport à la seconde variable si la première est fixée. Alors, attention, ça ne signifie pas qu'elle est linéaire de E carré dans K, mais linéaire pour chaque variable une fois l'autre fixée. Parce que si on fixe l'autre, on obtient une application qui va plus que de E dans K. Alors, plus exactement et avec les quantificateurs, ça signifie que pour tout vecteur x, x', y, y', pour tout scalaire lambda et mu, regardez, si je fixe y et que je remplace x par lambda x plus mu y, alors il y a une linéarité par rapport à cette première variable. On obtient donc lambda déterminant dans la base bêta de x avec y, plus mu fois déterminant dans la base bêta de x' avec y. De même, si je fixe x,
je remplace y par lambda y plus mu y prime. Il y a linéarité par rapport à cette deuxième variable, la première étant fixée. On obtient, quand on calcule ce déterminant, lambda fois le déterminant dans la base bêta de x avec y, plus mu fois le déterminant dans la base bêta de x avec y prime. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la bilinéarité. On verra que ça joue un rôle très important en mathématiques, notamment pour les produits scalaires. On verra ça un peu plus tard dans l'année. Alterner signifie quoi? Ça signifie que pour toute famille x, y de vecteurs, si ces deux vecteurs sont égaux, alors leur image est nulle. De façon générale, on verra plus tard que alterner signifie que s'il y a deux vecteurs égaux dans la famille auquel on applique une application, l'image de celle-ci est nulle. Ici, comme on l'applique à deux vecteurs, s'ils sont égaux, leur image est nulle. Alors, bon, j'ai pas repris exactement la notation dans la preuve, j'ai pas tout réécrit, mais pour 1, si on introduit le vecteur x', comme le vecteur dans les coordonnées sur la base bêta sont x'1, x'2, le déterminant dans la base bêta de lambda x plus mu x' avec y, c'est ce scalaire-là. D'accord? Schématisé. Alors, ça c'est sa notation. Maintenant, sa valeur, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. J'ai développé lambda x1, y2 plus mu x'1, y2 moins lambda x2, y1 moins mu x'2, y1. Si je réunis ce qu'il y a en facteur de lambda, vous voyez qu'il y a x1, y2 moins x2, y1. Et ça, c'est ce scalaire. Là, x1, y2 moins x2, y1. Ce qui vient en facteur de mu, c'est x'1, y2 moins x'2, y1. Mais ça, c'est le scalaire noté comme ça, là, avec cette barre. x'1, y2 moins x'2, y1. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce scalaire-là, c'est le déterminant dans la base bêta de x avec y. Et l'autre, le deuxième qui est là, derrière mu, c'est le déterminant dans la base bêta de x' avec y. Alors, on a montré ça là, cette première propriété. Bon, vous voyez que ça c'est pareil, en remplaçant non pas la première colonne ici par une combinaison linéaire, mais la deuxième colonne, après avoir laissé x1 et x2. Je vais vous laisser faire le calcul, je vais vous dire de même ceci. Bon, 2 est assez clair, on verra ça tout de suite. On poursuit de l'autre côté. Pour finir la preuve, on voit que de même, si dans le calcul du déterminant, on remplace les coordonnées de y par celles de lambda y plus mu y', on obtient ce déterminant, et après un calcul assez simple, ce déterminant vaut lambda fois le déterminant x1, x2 avec y1, y2, plus mu fois le déterminant de x1, x2 avec x'1, x'2. J'ai pas réécrit la conclusion avec les vecteurs, mais c'est celle que l'on attend. Pour 2, je vous ai dit, si x égale y, x et y ayant les mêmes coordonnées dans la base bêta, on se retrouve avec ce déterminant là, x1, x2 avec x1, x2, qui bien sûr est nul. Donc, notre application déterminant dans la base bêta est alternée. Je reviens un instant sur le petit 1, j'ai dit qu'elle était bilinéaire, ça ne signifie pas linéaire, d'accord? Si on veut des applications linéaires, il faut faire comme ça. On fixe un vecteur v dans E et on considère les applications, il y en a deux. Allez, disons phi v et psi indice v. Celles-là, elles vont bien de E dans K. La première, à tout vecteur x, elle associe déterminant dans la base bêta de x virgule v, v étant fixé. Et la deuxième, à tout vecteur y, j'aurais pu écrire x ici, mais j'ai gardé y pour qu'on ait en tête que c'est le deuxième élément du déterminant, associe le déterminant de v fixé virgule y. Alors, ces deux-là, oui, sont des applications linéaires. Comme elles vont de l'espace vectoriel E dans son corps de base, ce sont des formes linéaires. Alors, le vocabulaire, c'est que, en revanche, l'application d'LB, lui, n'est pas une forme linéaire. C'est une forme parce que ça va dans K, mais c'est bilinéaire. Alors, on dit que déterminant dans la base bêta est une forme, puisque son image est dans K, c'est K. Oui, donc il est à valeur dans K, plus exactement. Bilinéaire et alterné. Alors, on écrit encore sur E, alors que, bon, ça s'applique, en fait, à E carré. E croix E, au couple de vecteurs.
Une propriété, c'est que en plus d'être bilinéaire et alterné, cette forme, en tout cas cette application, est antisymétrique. Alors ceci signifie que pour tout couple XY appartenant à E carré, si on échange la place de XY dans le déterminant, on obtient un signe moins ici. Le déterminant de YX, c'est moins le déterminant de XY. Alors la preuve peut être directe, hein. Si j'échange la place de X et Y, ça échange la place de leurs coordonnées au moment du calcul. Il vient Y1, X2 moins Y2, X1 qui vaut moins, ouvrez la parenthèse, X1, Y2 moins X2, Y1, c'est-à-dire moins le déterminant où X1 et X2 sont en première colonne, Y1 et Y2 sont en deuxième colonne. Je rappelle que ça, c'est déterminant dans la base bêta de XY, et derrière le signe moins, c'est déterminant dans la base bêta, de YX, et ça, c'est déterminant dans la base bêta de XY. Une petite remarque pour montrer qu'en fait, bilinéaire et alterné implique le caractère antisymétrique. On n'avait pas besoin de faire de nouveaux calculs. Je vous montre ça. Prenons deux vecteurs X et Y quelconques, calculons le déterminant de leur somme avec elle-même. Comme on a vu que c'était alterné, ça fait 0. Déterminant de V avec V ou V égale X plus Y, ça fait 0. Mais regardez, alors ça c'est intéressant, il faut apprendre à développer. Vous voyez, ça, on peut déjà le couper en deux. C'est le déterminant de X avec X plus Y. Mais le déterminant de X avec X plus Y, c'est le déterminant de X avec X plus le déterminant de X avec Y. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le déterminant de Y avec X plus Y. Mais le déterminant de Y avec X plus Y, c'est le déterminant de Y avec X plus le déterminant de Y avec Y. Donc quand on fait agir la bilinéarité sur une écriture comme ça, on obtient 4 termes. Oui, mais celui-là, il est nul. Oui, mais celui-là, il est nul. Alors je pourrais mettre des bêta partout. Hein. Bêta, bêta, bêta. Bon, ça marche pour toute base bêta. Hop, bêta. Conclusion, ça c'est 0. Hein. Ça vaut 0 et ça vaut ça plus ça. Puisque ces deux termes sont nuls. Autrement dit, ce terme-là est l'opposé de celui-ci. Ce que l'on voulait démontrer. Vous voyez qu'en fait, mon calcul direct aurait pu être remplacé par le fait que la bilinéarité et le caractère alterné de notre application impliquent qu'elle est antisymétrique. On poursuit l'étude de cette application. Une autre propriété du déterminant en dimension 2, c'est qu'il caractérise la liberté d'une famille de deux vecteurs. Et donc, comme une famille de deux vecteurs est libre si et seulement si c'est une base de E, hein, puisque dimension de E égale 2, ça caractérise en fait le fait qu'une famille de deux vecteurs est une base, soit x et y dans E carré, la famille xy est une base de E si et seulement si, c'est là que j'appelle ça la caractérisation, le déterminant dans la base bêta de xy n'est pas nul. Je rappelle que bêta est une base préalablement fixée. Bon, dimension de E, c'est 2, donc XY est une base, si et seulement si cette famille est libre. Alors, plutôt que de montrer l'équivalence entre la liberté et la non-nullité du déterminant, on va montrer l'équivalence des contraires, c'est-à-dire déterminant nul, si et seulement si XY lié. Alors, bon, on évacue les cas où X, l'un des deux est nul. Hein. Vous voyez que si l'un des deux est nul, ça c'est à peu près évident. Vous remplacez une colonne par 0, 0 dans l'écriture avec barre comme ça du déterminant. Et ça c'est vrai puisque 0 et quelque chose forment toujours une famille liée. Donc en fait, si l'un des deux est nul, là il y a l'équivalence est valable. Donc il ne reste plus qu'à montrer l'équivalence quand soit X, quand les deux vecteurs sont nuls. Donc X n'est pas nul et Y n'est pas nul. Faisons un premier point. Si XY est lié, Y est un multiple de X ou X est un multiple de Y. Dans le premier cas, on peut écrire les coordonnées de Y comme lambda fois celle de X. Et on obtient au moment du calcul de déterminant, lambda x1, x2 moins lambda x1, x2, c'est égal à 0. Dans le deuxième cas, on peut écrire les coordonnées de x comme mu fois celle de y, et au moment du calcul du déterminant, on obtient mu fois y1, y2 moins mu fois y2, y1, ce qui vaut 0. Autrement dit, si la famille xy est liée, le déterminant est nul. Donc, déterminant de points, déterminant de x, y égale 0.
La réciproque, si le déterminant de x et y égale 0 avec les notations prises depuis le début, on a x1, y2 moins x2, y1 égale 0. Comme le vecteur x n'est pas nul, on a x1, x2 qui n'est pas le couple 0, 0. Regardez, si x1 n'est pas 0, ici je peux écrire en transposant ce terme y2 égale x2, y1 sur x1. Et dans ce cas-là, la colonne x1, y2, y1, y2, pardon, c'est y1 divisé par x1 fois x1 sur x2. C'est évident pour le premier terme et c'est donné par l'égalité pour le deuxième terme. Ça n'a pas de sens si x1 est nul, mais dans ces cas-là, c'est x2 qui n'est pas nul, auquel cas on peut écrire y1 égale x1, y2 divisé par x2, et dans ces cas-là, la colonne y1, y2, c'est y2 divisé par x2 fois la colonne x1, x2. Regardez, là, cette fois, c'est évident pour la deuxième composante, et l'égalité des premières composantes est donnée par cette égalité. Dans les deux cas, donc, alors, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, la famille x, y est liée. Alors, on a bien montré l'équivalence entre nullité du déterminant et caractère lié de la famille x, y. En prenant l'équivalence des contraires, on a x, y est libre si et seulement si son déterminant n'est pas nul. Et c'est le cas si et seulement si ça forme une base de grand E. Alors, la propriété suivante est très importante. C'est en fait que les propriétés qu'on a vues précédemment, là, bilinéaires et alternées du déterminant, il est pratiquement les seuls à constante près à l'avoir. C'est-à-dire que toutes les autres formes bilinéaires et alternées sur E sont proportionnelles au déterminant qu'on vient de choisir après avoir fixé une base. J'écris ce théorème et on le prouve. J'ai écrit le théorème que je viens d'énoncer. Toute forme bilinéaire et alternée sur grand E est proportionnelle au déterminant sur la base bêta. Je vous rappelle les hypothèses. E est un espace vectoriel de dimension 2 et bêta égale E1, E2 est une base de grand E. Alors, faisons la preuve. On considère une forme bilinéaire alternée. C'est donc une application de E croix E ou E carré dans K qui a un couple de vecteurs. Alors associe f de xy, vous voyez que je n'ai pas rajouté de séparateur, pour désigner son image. Elle est linéaire par rapport à chacune de ces variables et si elle s'applique à une famille de deux vecteurs égaux, elle est nulle. Alors, on garde notre base E1, E2, les notations précédentes. On pose x. Alors oui, une première chose. Qu'est-ce que c'est que montrer qu'une application est proportionnelle à une autre? C'est montrer que pour tout x, y, l'image par f de x, y égale constante fois l'image par det b, déterminant dans la base bêta, de x, y. Et la constante, évidemment, étant indépendante de x, y. Alors faisons cela en utilisant nos notations ci-dessus. E1 et E2 étant la base, on décompose x sur cette base, x1, E1 plus x2, E2. Idem pour y, qui vaut y1, E1 plus y2, E2. Alors regardez, quand on remplace x et y par leur décomposition dans f, ça fait f de ces deux objets plus ces deux objets. Regardez l'idée, si le deuxième est fixé, on a déjà fait ça presque pour le déterminant, maintenant on le fait pour f. Si celui-là, c'est le vecteur v fixé tout à l'heure, ça fait f de x1, E1 avec v, donc x1 facteur de f de E1 avec v, plus x2 fois f de E2 avec v, puisqu'il y a linéarité par rapport à la première variable. Donc ça fait x1 fois f de E1 avec la deuxième variable, plus x2 fois f de E2 avec la deuxième variable. Ce que j'ai écrit ici. Mais maintenant, cette expression peut aussi être développée par linéarité par rapport à la deuxième variable. Vous voyez, sans le x1, elle vaut y1 f de E1 avec E1 plus y2 f de E1 avec E2. Finalement, si on développe ce terme, on obtient x1 y1 f de E1 E1 plus x1 y2 f de E1 E2. De même, si on développe ce terme en utilisant la linéarité par rapport à la deuxième variable, on obtient x1 y1 f de E1 E2, E1, et x2, y2, f de E2, E2. Oui, mais ça, c'est nul, là, parce que la forme est alternée. Et ça, c'est nul aussi.
Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste x1, y2, f2, e1, e2, plus x2, y1, f2, e2, e1. Alors, on a vu pour le déterminant, mais c'est vrai pour toutes les formes bilinéaires et alternées, ces formes sont antisymétriques. Je fais une petite insertion dans la preuve un peu plus tard. Autrement dit, f de e2, e1, c'est moins f de e1, e2. Conclusion, il vient f de e1, e2, qui est un scalaire lambda, appartenant à K et ne dépendant que de la base, multiplié par x1, y2, moins x2, y1. Et ça, c'est donc lambda multiplié par déterminant dans la base bêta de x avec y, où le lambda, c'est justement ça là, f de 1 de 2, donc vous voyez qu'il dépend de la base choisie, mais pas des vecteurs x, y choisis. Alors ça donne même une précision sur le scalaire qui est devant déterminant de b quand f est une forme bilinéaire et alternée. Ce scalaire là, c'est la valeur de f sur la base choisie. Bon, très important, je vais rappeler ça juste après et donner, pour terminer ce point sur n égale 2, une conséquence sur les changements de base. Avant, je reviens sur ce point-là. On l'avait fait pour le déterminant, mais faisons-le de façon générale pour une forme bilinéaire et alternée. Si vous calculez son image pour une famille x plus y, en développant par bilinéarité, vous avez f de x avec x, plus f de x avec y, plus f de y avec x, et de f de y. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Hop, attention, le tableau s'en va. Donc, ça, c'est l'opposé de ça. Et f de yx, c'est moins f de xy, ce qu'on a utilisé ici pour la base E1, E2. Donc, je précise la valeur du scalaire, là, dans l'énoncé de proportionnalité, et je donne une conséquence pour le déterminant sur deux bases distinctes. On a vu qu'ils vont être proportionnels. À tout de suite. Alors, j'ai écrit notre conclusion concernant le théorème avec la précision sur la valeur de la constante de proportionnalité. Si f est une forme bilinéaire alternée sur grand E, on a pour toute famille xy de E, donc pour tout couple xy de E carré, f de xy, c'est scalaire fois déterminant dans la base bêta de xy, et le scalaire, alors je l'ai appelé f de bêta, sachant que c'est f de E1, E2, où bêta vaut et la famille E1, E2. Une conséquence. Si depuis le début, on avait choisi une autre base que E1, E2, je l'appelle bêta' égale E'1, E'2. On aurait pu faire les mêmes vérifications qu'avec B1 aux notations près. Autrement dit, le déterminant dans la base bêta' est une application bilinéaire et alternée sur E, c'est-à-dire de E carré dans K, je vous rappelle. Autrement dit, on peut lui appliquer le théorème. Et donc, pour tout couple xy appartenant à E carré, le déterminant dans la base bêta' du couple xy, c'est le déterminant dans la base bêta' ici, c'est f de la famille bêta multiplié par le déterminant dans la base bêta de xy. Vous voyez se dessiner une forme de relation ici, là, avec b' bêta, comme ça, là. Alors, une petite remarque matricielle qui servira plus tard. J'appelle x'1, x'2, y'1, y'2 les coordonnées, attention, des mêmes vecteurs x et y utilisés au-dessus, là, qui avaient pour coordonnées x1, x2 et y1, y2 dans la base bêta. Je mets des primes sur leurs coordonnées dans la base bêta'. Alors, ça s'écrit le déterminant dans la nouvelle base, là, autrement dit x'1, x'2, y'1, y'2, égale le déterminant dans la base ancienne, x1, x2, y'1, y'2, là, multiplié par, alors regardez, le déterminant des coordonnées de bêta dans bêta'. Si je les appelle lambda 1, lambda 2, 1, lambda 1, 2, lambda 2, 2, qu'est-ce que c'est que cette matrice, là? Attention, c'est la matrice de bêta dans la base bêta'. Si on utilise la matrice de changement de base, à savoir la matrice de bêta' dans la base bêta, qu'on a noté passage de bêta vers bêta', cette matrice-là, c'est P-1. Donc vous voyez, quand on aura utilisé le déterminant d'une matrice, on écrira déterminant de xy dans la base
bêta prime égale déterminant de P-1, où P-1 est la matrice de changement, où P est la matrice de changement de base, et ça sera déterminant de P-1, fois déterminant de XY dans la base bêta. Je vous rappelle d'ailleurs que l'équation de changement de base, c'est grand X' égale P-1 fois grand X. Bon, à retenir pour plus tard. Voilà qui clôt notre étude sur le cas n égale 2. On va passer au cas n égale 3, en allant sans doute un peu plus vite, mais ça servira de bonne introduction cette fois au cas général. Alors, passons au cas n égale 3. Ici, E est un cas espace vectoriel de dimension 3. Des définitions à propos d'applications qui vont de E3. E3, c'est E croix E croix E, hein, donc ça s'applique à des familles de 3 vecteurs de E à valeur dans K. Alors, F, une application de E3 dans K, est dite trilinéaire si et seulement si, pour tout vecteur UV fixé dans E, les 3 applications suivantes sont linéaires. Alors, celle qui va de E dans K et qui a X associe F de X, U et V. Vous voyez qu'ici U et V est fixé et X est la variable décrivant E. On dira, si cette application est linéaire, que F, elle, est linéaire par rapport à sa première variable, les deux dernières étant fixées. L'application qui va de E dans K et qui a Y associe F de U, Y, V est linéaire. On dira que U et V étant fixés, cette application est linéaire, signifie que F est linéaire par rapport à sa deuxième variable. Idem, si on fixe les vecteurs U et V ici en première et deuxième position, l'application qui a la Z associe F de U, V, Z est linéaire. Et là, on dira que F est linéaire par rapport à sa troisième variable. J'insiste, F n'est pas linéaire, hein. C'est chacune de ces 3 applications, une fois U et V qui est fixée, qui sont linéaires. La linéarité de ces 3 applications est une condition nécessaire et suffisante pour que F soit dite trilinéaire. Une petite remarque, si vous voulez, sur celle-là, là, la première. Ça s'écrit, quel que soit lambda mu appartenant à K carré, et quel que soit, disons, X, X' appartenant à grand E, si on fait F de lambda X plus mu X' en première position, puis U et V fixés en deuxième position, hein, une fois U et V fixés, ici on a lambda facteur de l'image de X, U et V par F plus mu fois l'image par F de X' U et V. Alors, ça c'est valable pour tout UV, donc ça doit être encore précédé de pour tout UV. Puis ici aussi pour tout UV, ça en remplaçant la première place par la deuxième. Puis ensuite pour tout UV, la linéarité correspondant à ça, c'est-à-dire en remplaçant la première place par la troisième. Donc voilà pour la trilinéarité. Je vous donne 2 autres définitions. F est dite alternée, si et seulement si, pour tout triplet x, y, z, je vais souligner ça un peu mieux, pour tout triplet x, y, z, je disais, l'égalité de 2 des 3 vecteurs provoque l'annulation de l'image de la famille. Je m'explique, si x égale y, ou x égale z, ou y égale z, donc dès que 2 des 3 vecteurs sont égaux, cela implique la nullité de l'image. Je mets 0 ici, hein, puisque l'espace d'arrivée est en K, c'est bien un scalaire, hein, c'est le 0 réel ou complexe. Ici, enfin, F est dite antisymétrique. Antisymétrique. Si et seulement si l'échange de 2 vecteurs de la famille de x, y, z transforme l'image de cette famille en son opposé. Par exemple, s'il faut, hein, une des conditions nécessaires, c'est que l'image de y, x, z soit l'opposé de l'image de x, y, z. Alors, vous voyez que ça généralise ce qu'on a vu en dimension 2 pour des formes bilinéaires, alternées et ou antisymétriques. En fait,
les formes bilinéaires alternées étaient antisymétriques. On va voir que les formes juste derrière, là, que les formes trilinéaires alternées sont antisymétriques et que les formes trilinéaires antisymétriques sont alternées. C'est la proposition que je donne tout de suite. Ensuite, on définira le déterminant dans une base de E et cette application aura ses propriétés. C'est pour ça qu'on les cite au départ. Pour les liens entre les deux propriétés, les trois propriétés que l'on vient de voir, je vous propose cette proposition. Donc soit F une application de E croix E dans K qui est trilinéaire, on la suppose trilinéaire. Hein. Alors elle est alternée si et seulement si elle est antisymétrique. Pour la preuve, supposons que F est alternée, c'est-à-dire que si deux des vecteurs de la famille auxquels elle s'applique sont égaux, l'image de cette famille est nulle. Et supposons que on veuille montrer ici que l'échange de x avec y provoque la transformation de l'image de la famille en son opposé. Pour cela, on va calculer f de x plus y présent aux deux premières places et de z, un peu comme on avait fait pour les formes bilinéaires. Seulement là, il y a z en troisième position, bien sûr. Alors, regardez, l'idée c'est d'utiliser la linéarité par rapport à la première place, puis à la deuxième place. Alors, on commence à avoir l'habitude, hein, on va développer d'abord x avec x plus y et z. Donc ça, c'est f de x, virgule x plus y, z, plus f de y, virgule x plus y, z. Puis on recoupe chacun des deux termes en deux pour trouver finalement f de x, x, z. Mais ça, c'est nul, parce que f est alterné. Puis f de x, donc j'ai mis x, x, z, puis f de x, y et z, puis f de y, x et z, et enfin f de y, y et z. Mais ça c'est nul. Et ça aussi c'est nul. Parce que ici c'est x plus y qui est présent deux fois, là c'est x qui est présent deux fois, là c'est y qui est présent deux fois. Donc ce scalaire plus ce scalaire étant nul, celui-là est l'opposé de celui-ci. C'est-à-dire qu'on a bien l'image de la famille YXZ est l'opposé de l'image de la famille XYZ. Alors on procède de même dans les autres cas d'échange, hein, c'est-à-dire si on veut montrer par exemple que f de x, y, zy, f de x, zy est l'opposé de f de x, yz. On double comme ça là les vecteurs concernés par l'échange. Supposons dans un deuxième temps que f est antisymétrique. Alors, antisymétrique, hein, tout échange de vecteurs provoque l'inverse, enfin, la transformation de l'image en son opposé. Alors, si x est présent par exemple ici, vous voyez que quand on échange x avec x, la famille est inchangée, mais pourtant ça provoque la transformation de l'image en son opposé. Autrement dit, là, j'échange x, il y a un moins qui arrive, mais c'est le même scalaire qui est de chaque côté là. Donc, ce scalaire étant égal à son opposé, il est nul. Et f de x, x, y est nul. On procède de même dans les autres cas d'égalité. Si par exemple, là, on a x égale z, on a ici x, y, x, et après avoir procédé à l'échange, on s'aperçoit que l'image de cette famille est nulle. Voilà pour cette introduction. Alors vous voyez que on a fait les choses un peu plus systématiquement qu'en dimension 2, en ne donnant pas tout de suite la définition du déterminant dans une base. On va faire ça maintenant. Et il viendra comme des propriétés le fait que le déterminant dans une base, alors le déterminant de 3 vecteurs dans une base, puisque ici notre espace est de dimension 3, sera une application trilinéaire et alternée, donc trilinéaire et antisymétrique. Alors, donnons la définition du déterminant dans une base de E d'une famille de 3 vecteurs de E. Je vous rappelle que E est un espace vectoriel de dimension 3, donc l'une de ces bases est de la forme bêta égale E1, E2, E3. La famille en question, je l'ai appelée X, Y, Z, formée de 3 vecteurs de E. Alors, comme dans le cas de la dimension 2, ce sont les coordonnées de X, Y, Z sur la base bêta qui vont permettre de définir le déterminant de cette famille. J'ai noté respectivement x1, x2, x3, y1, y2, y3 et z1, z2, z3, les coordonnées de x, y et z sur la base bêta, écrivant ça de façon matricielle en donnant matrice dans la base bêta de x,
comme une matrice scalaire, une matrice dans la base bêta de y et une matrice dans la base bêta de z. Alors, qu'est-ce que c'est que le déterminant dans ce cas-là? Le déterminant dans la base bêta de x, y, z est construit de la façon suivante. Donc, c'est une somme de termes qui sont des facteurs de la forme x, 1x, 1y, 1z, dont les coefficients sont 1 fois 1, 1 fois 2 et 1 fois 3. Mais placés de façon que ce soit l'image de 1, 2, 3 par donc une permutation de 1, 2, 3. On doit mettre un seul 1, un seul 2, un seul 3 en indice de 1x, 1y et 1z. Il y a 6 façons de le faire, 3 factorielles façons de le faire, d'où les 6 termes qui sont là. Alors, la règle qui prévaut pour trouver le signe que l'on met devant chacun des termes, c'est celui-là. Si la permutation qui, de 1, 2, 3, fournit la suite des indices, là, est une permutation paire, alors on met plus devant. Si c'est une permutation impaire, on met moins devant. Je vous rappelle qu'une permutation paire, c'est celle dont la signature est moins 1. J'ai dit quoi? Une permutation paire est celle dont la signature est plus 1. Et impair si sa signature est moins 1. Ici, si on part de 1, 2, 3 et qu'on écrit 1, 2, 3, ça c'est l'image de 1, 2, 3 par l'identité. Donc on met plus. 2, 3, 1 est l'image de 1, 2, 3 par un 3 cycles. Regardez, hein, si on remet 1 au début là, on revient à 1, 2, 3. C'est un 3 cycles qui transforme 1, 2, 3 en 2, 3, 1. Un 3 cycles, c'est une permutation dont la signature est moins 1 exposant 2, ça fait 1, on met un plus. Ici aussi, 3, 1, 2, c'est l'image de 1, 2, 3 par un 3 cycles. Là encore, regardez, si vous voulez remettre dans l'ordre, il faut faire 2 sauts, là, il faut mettre le 3 ici. Donc on met un plus. En revanche ici, regardez, la 1, 3, 2, c'est l'image de 1, 2, 3 par la transposition de 3. 1 est invariant, et 3 et 2 ont été échangés. Une transposition est une permutation impaire, de signature moins 1, on met un moins ici. Ici, vous voyez que 3, 2, 1 est l'image de 1, 2, 3 par la transposition 3, 1 ou 1, 3. 2 est fixe, 1 et 3 ont été échangés. Transposition, donc moins, ici aussi moins, là c'est 3 qui est fixe, 2 et 1 qui ont été échangés. On peut donc écrire que le déterminant dans la base bêta de x, y, z avec nos notations. Alors c'est la somme sur tous les sigma appartenant à grand sigma 3, autrement dit sur toutes les permutations de 1, 2, 3, de x indice sigma de 1, y indice sigma de 2, z indice sigma de 3, précédé par signature de la permutation. Alors, on a plusieurs façons de mémoriser cela. En voilà une qui, à mon avis, correspond le mieux à la définition. Une autre va être la règle pratique que je vais indiquer tout de suite. D'abord une notation. Alors, comme pour la dimension 2, la définition du déterminant, c'est cela. Ça ou ça, hein, c'est pareil. Remarquez que c'est un scalaire. Maintenant, on note ce scalaire, plutôt que de l'écrire in extenso les 6 termes, on le note comme ça, en rappelant en colonne les 3 familles de 3 scalaires auxquels il s'applique et en mettant des barres ici, en lieu et place des parenthèses qu'on mettait quand on parlait de matrice. Donc ça, c'est une notation. Ça signifie le réel qui vaut ça. Alors, regardez, une petite règle pratique pour retrouver les 6 termes qui sont là-haut. Quand vous voulez écrire ici en bleu, donc, le déterminant de cette famille de 3 vecteurs dont les colonnes sont les coordonnées, vous pouvez réécrire en dessous, je l'ai fait en noir ici, les 2 premières lignes. Vous avez alors à votre disposition des diagonales. Il y a 3 diagonales descendantes que je matérialise ici en rouge et 3 diagonales, disons, montantes que je matérialise ici en vert. Alors, les diagonales descendantes joignent des termes qui, réunis comme facteurs d'un produit, sont précédés de plus. Autrement dit, j'écris x1, y2, z3, plus ici, deuxième diagonale descendante, si j'ose dire, x2, y3, z1, donc x2, y3, z1, plus x3, y1, z2, x3, y1, z2. Et maintenant, si on regarde le long des diagonales, alors fictives, c'est pas des diagonales vraiment, puisque ici j'ai rajouté des termes. Vous avez x3, y2, z1,
x3, y2, z1, x1, y3, z2, x1, y3, z2, et enfin x2, y1, x2, y1, z3. Alors, vous pouvez vérifier, les 6 termes qui sont là sont les 6 termes qui sont ici. Remarquez qu'on retrouve à chaque fois 1, 2, 3, 2, 3, 1 et 3, 1, 2, qui sont respectivement l'image de 1, 2, 3 par l'identité, et 2, 3 cycles. Ici, on retrouve en indice 3, 2, 1, qui sont l'image de 1, 2, 3 par la permutation 3, 1, la transposition, pardon, 3, 1, l'échange de 3 et de 1. Ici, 1, 3, 2, ces trois entiers sont l'image de 1, 2, 3 par la transposition 2, 3. Et ici, 2, 1, 3, qui sont les images de 1, 2, 3 par la transposition de 1. Donc, alors voilà cette petite règle de Sarrus. Hein. Attention, elle ne sera pas valable à partir de la dimension 4. On peut imaginer l'écrire, je vous laisse le faire, dans le cas de la dimension 2. Bon, dans le cas de la dimension 2, c'est tellement simple qu'en général, on s'en dispense. Ça peut être pratique les premières fois. Ça serait pas mal que vous reteniez le fait que les signes précédents, ici, chaque terme, dépend de l'image que constituent les indices dans l'image par une permutation de 1, 2, 3, la signature de cette permutation donnant le signe. Voilà pour le déterminant. Alors, j'écris tout de suite les propriétés importantes. Le déterminant, c'est-à-dire l'application qui, à une famille x, y, z associe ce scalaire, est une application trilinéaire et alternée. Alors, j'ai écrit la proposition en question. L'application déterminant dans la base B, qui va de E3 dans K et qui a une famille x, y, z associe son déterminant dans la base bêta, est trilinéaire et alternée. Commençons la preuve avec un petit peu de calcul, plutôt de transformation de l'expression donnée du déterminant avec les notations ci-dessus. Les notations ci-dessus, c'est x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3, les coordonnées respectives de x, y, z dans la base bêta. J'ai ici écrit 3 modifications de l'expression de ce scalaire qui est donné par 6 termes. Ici, en factorisant à chaque fois x1, x2, x3. Si je factorise x1, vous voyez qu'il reste dans les 6 termes que des produits y2 avec z3. Vous pouvez vous en apercevoir que c'est y2z3 moins y3 z2. Si je factorise alors moins x2, il reste des produits de y1 z3 et de y3 avec z1 dans l'ordre suivant, y1 z3 moins y3 z1. Si enfin on factorise x3, il vient y1 z2 moins y2 z1. Il y a une façon de voir cela ou de mémoriser cela. Ça sera un peu plus qu'une forme de mémorisation parce que ça portera le nom d'une propriété dite de développement par rapport à la première colonne. Regardez, parcourez mentalement la première colonne en munissant les x successivement des signes plus, moins, plus. Vous rencontrez x1, moins x2, plus x3. À chaque fois que vous rencontrez un x, vous pouvez barrer mentalement la ligne et la colonne sur laquelle il se trouve. Par exemple, pour x1, si on barre cette ligne et cette colonne, on se retrouve ici avec 4 scalaires dont on peut former le déterminant. y2, y3, z2, z3. Eh bien, le déterminant ici, c'est bien ce que j'ai écrit là. Regardez, y2, z3 moins y3, z2. Alors, ici, quand on rencontre x2, on met un moins. Les 4 scalaires que l'on voit ici, après avoir mentalement ôté la première colonne et la deuxième ligne, sont y1, z1 et y3, z3. Si on fait le déterminant des deux, on se retrouve bien ici avec cela. Et enfin, un plus x3, facteur de... Alors, quand on enlève ici mentalement la colonne, il vient y1, le déterminant, hein, dont les deux colonnes sont y1, y2, z1, z2. Et après développement, on retrouve bien y1, z2 moins y2, z3. Alors, on peut faire aussi des factorisations par y1. Dans ces cas-là, bon, je vous laisse regarder les deux lignes qui sont là. Obtenues un peu de la même façon, c'est-à-dire vous descendez le long de la colonne y en mentalement... alors cette fois, quand vous rencontrez y1, vous mettez un moins, puis un plus, puis un moins, plus, moins. Et à chaque fois, vous enlevez mentalement la ligne et la colonne correspondant à la place y1. On enlève la première ligne et la deuxième colonne. Il vient les scalaires x2, x3, z2, z3. x2, x3, z2, z3. Donc ici, on va avoir x2, z3
moins x3 z2. Remarquez qu'ici, quand il y a un y1, on sait qu'il n'y a que des produits de x2 ou 3 avec z2 ou 3. De même, là, il y a un y2. Donc, il va y avoir des produits de x1 ou 3 avec z1 ou 3. Alors ici, ça va faire, bon, soit avec cette petite règle, soit en factorisant à partir de l'expression initiale du déterminant, donc x1 z3 moins x3 z1. Ici, moins y3, alors vous voyez que là, il n'y a plus que des 1 et des 2, donc il va venir, et vous pouvez regarder aussi ici, là, x1 z2 moins x2 z1. Là, si on factorise Z1, il n'y a plus que des produits de X 2 ou 3 avec Y 2 ou 3. Donc ici, vous pouvez regarder ici aussi, là, X2, Y3, moins X3, Y2. Si on factorise moins X2, il vient X1, Y3, moins X3, Y1 qui est bien ce déterminant. Regardez, X1, Y3, moins X3, Y1. Si on factorise Z3, il n'y a plus que des produits de X1 avec 2, il vient X1, Y2, moins X2, Y1, ce qui est bien X1, Y2, moins X2, Y1. Alors, pourquoi ces trois factorisations? Ben, pour montrer très facilement, là par contre, que c'est une forme alternée. Imaginons que le vecteur X et le vecteur Y, commençons par Y et Z. Si Y et Z sont égaux, je dis que ces trois termes, là, ces trois parenthèses, sont bien sûr nuls. Ça se voit bien dans la deuxième expression. Si Y et Z sont égaux, les trois déterminants de 2 que nous avons ici ont des colonnes égales. Donc le produit, ici, ça moins ça, va être nul, nul, nul. Autrement dit, si Y égale Z, l'expression numéro 1 donne déterminant égale 0. De même, si X égale Z, l'expression numéro 2, notamment sous cette forme, vous assure que les trois déterminants vont être nuls, donc le déterminant d'X, Y, Z est nul. Et enfin, la troisième expression nous assure que si X égale Y, ces trois parenthèses, donc ces trois déterminants de 2 vont être nuls, donc déterminant dans la base bêta d'X, Y, Z égale 0. L'application est bien alternée. D'autre part, regardez, l'idée de la linéarité, on l'a vu, quand on une forme linéaire Y et Z étant fixés, ça doit être, cette expression doit être linéaire en X. Linéaire en X, donc linéaire en les coordonnées de X, autrement dit linéaire en X1, X2, X3. Eh bien regardez, c'est bien quel ici? C'est constante X1 moins constante X2 plus constante X3. Ça c'est bien une expression linéaire en X1, X2, X3. Donc le déterminant va être linéaire par rapport à sa première variable. Si X et Z sont fixés, ces trois parenthèses sont fixées. Et donc le déterminant, regardez, il dépend de Y comme constante Y1 plus constante Y2 plus constante Y3. Ça c'est une expression linéaire en Y. Idem ici, X et Y étant fixés, vous voyez que ça c'est une expression linéaire en Z au sens où c'est linéaire en les coordonnées de Z, Z1, Z2, Z3. Donc on voit bien, je pense, ici, et je vais l'expliquer très rapidement, parce que là j'ai beaucoup parlé, que ces trois expressions montrent que l'application déterminante dans la base bêta est à la fois trilinéaire et alternée. Attention, elle n'est pas linéaire, hein, elle est 2 étant fixée, elle est linéaire par rapport à chacune de ces variables. Alors j'ai écrit ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire qu'en utilisant la première expression où on a factorisé x1, x2, x3 dans l'expression du déterminant, on montre que le déterminant est linéaire par rapport à sa première variable, c'est-à-dire y et z étant fixés, si je remplace x par lambda x plus mu x', je dois remplacer dans l'expression du déterminant les coordonnées de x par celles de lambda x plus x'. Je pense que les notations sont assez transparentes. J'ai appelé x1, x2, x3 les coordonnées de x, x'1, x'2, x'3 les coordonnées de x'. Ce déterminant, c'est donc ce terme qui remplace celui-là, ça qui remplace celui-là, et enfin celui-là qui remplace le x3.
Mais vous voyez qu'à ce moment-là, après, quand on recollecte tout ce qui dépend de lambda, on va avoir ici les termes en lambda, facteur de x1 fois ce facteur, moins x2 fois ce facteur, plus x3 fois ce facteur. C'est-à-dire qu'on va retrouver lambda fois déterminant de x avec y et avec z. Et quand on collecte les facteurs ici, après développement qui dépendent de mu, on va avoir x'1 fois, alors il faut surtout pas tout développer justement, mais se dire que mu est facteur de x'1 fois cela, moins x'2 fois cela, plus x'3 fois cela. Mais ça, c'est exactement mu fois déterminant de x', y et z. Alors, voilà la linéarité par rapport à la première classe. Une remarque, c'est que si vous voulez transcrire ça à l'aide de l'écriture sous forme presque matricielle du déterminant, ça fait lambda fois le déterminant, donc x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3, plus mu fois le déterminant x'1, x'2, x'3 avec y1, y2, y3 en deuxième colonne et z1, z2, z3, hop, je prends mon petit chiffon, z1, z2, z3 en troisième colonne. Alors, voilà qui montre la linéarité la plus importante, enfin la plus importante, cette égalité qui est la linéarité par rapport à la première variable. De plus, on a fait la remarque ensemble, si y et z sont égaux, cette parenthèse, celle-là et celle-là sont nulles, donc le déterminant, quel que soit le x qu'on met devant, ça et ça est nul, le déterminant est nul. On montre donc cette implication. Alors on a une des trois égalités voulues, et l'implication dans un des trois cas voulus. Bon, on procède exactement de même pour les autres propriétés, donc les autres égalités, et les deux autres cas d'implication. Voilà qui assure que notre déterminant est trilinéaire et alterné. Je vous rappelle qu'il est dans ce cas antisymétrique. Ça veut dire que si on échange des vecteurs de la famille, le déterminant est changé en son opposé. Alors, on va passer à la deuxième propriété fondamentale, qui est de se demander quelles sont les autres formes trilinéaires et alternées sur un espace vectoriel de dimension 3. Et la réponse va être assez similaire à ce qu'on a trouvé en dimension 2, à savoir les applications proportionnelles à celle-ci. Toutes les formes trilinéaires alternées sur un espace de dimension 3 sont proportionnelles à un déterminant. À celui-là en particulier, puisque j'ai choisi une base préalablement. Le théorème, le voici. Je vous rappelle, est un K-espace vectoriel de dimension 3. Bêta est une base de E. Toute forme trilinéaire alternée sur E. Je vous rappelle que c'est une application qui s'applique à des familles de E croix E croix E. Et proportionnelle à un déterminant dans la base bêta. La base étant fixée. Alors, faisons la preuve, soit donc d'abord petit f, qui va de E3, je répète, quand on dit sur E, en fait, ça s'applique à E croix E, E3, à valeur d'encart, qui est à la fois trilinéaire et alternée. Pour une famille x, y, z de 3 vecteurs de E, on pose x égale somme pour i égale 1 jusqu'à 3 des x, y, i. Bon, ça, c'est pour ne pas écrire x1, E1, plus x2, E2, plus x3, E3, Idem pour y, on décompose y sur la base E1, E2, E3. Qu'est-ce que c'est que E1, E2, E3 ? C'est bien sur la base bêta, dont je parle ici. Alors, c'est là, on appelle ça somme pour j. Prenons un autre indice, vous verrez pourquoi un peu plus bas. J égale 1 jusqu'à 3 des y, j, e, j. Ça aussi, ça veut dire y1, E1 plus y2, E2 plus y3, E3. Z, prenons l'indice k, pourquoi pas somme pour k égale 1 jusqu'à 3 des z, k, e, k. Ce qui ne signifie rien d'autre que z égale z1E1 plus z2E2 plus z3E3. Alors regardez comment ça se passe. Quand on calcule l'image par petit f de la famille x, y, z,
on peut remplacer x par la combinaison linéaire, somme pour i égale 1 jusqu'à 3 des xi ei. Oui, mais la linéarité par rapport à la première variable assure que ça, c'est la somme pour i égale 1 jusqu'à 3 des xi f de ei y z. Ça veut dire x1 f de e1 yz plus x2 f de e2 yz plus x3 f de e3 yz. Mais ça condense évidemment l'écriture de la sommation. Maintenant, dans chacun de ces f de ei yz, on peut remplacer y par somme pour j égale 1 jusqu'à 3 des yj ej z. Et cette fois, la linéarité par rapport à la deuxième variable ei et z étant fixée nous assure que cette image, c'est la somme pour j égale 1 jusqu'à 3 des yj f de ei, ej et z. Alors, regardez, ici, yi ne dépend pas de la sommation en j, donc je peux écrire ça, somme pour i égale 1 jusqu'à 3 de la somme pour j égale 1 jusqu'à 3 des x, i, y, j, f de ei ici, ej là, et puis le z qui est là maintenant, je vais le remplacer à son tour par son expression en fonction des ek, c'est-à-dire somme des, non pas y comme je viens de l'écrire, mais zk, ek, et ça pour k allant de 1 jusqu'à 3. Alors, je passe finalement une étape ici où on développe à nouveau, cette fois par linéarité par rapport à la troisième variable, les deux premières étant fixées. Et comme yi et zj ne dépendent pas de la sommation en k, on peut les rentrer sous la somme en k. Il vient donc somme pour i égale 1 jusqu'à 3, de la somme pour j égale 1 jusqu'à 3, de la somme pour k égale 1 jusqu'à 3 des x, i, y, j, z, k, f de ei, ej, ek. Ei, ej, ek. Alors, il faut bien comprendre que cette somme, a priori, comporte beaucoup de termes. 3 fois 3 fois 3, 27 termes. Mais, parce qu'il y a toutes les possibilités en i, pour chaque possibilité en i, 3 possibilités en j, chaque possibilité en i et j étant fixée, 3 possibilités en k. Mais parmi ces 27 termes, il y en a tous, sauf 6, qui sont nuls. Pourquoi? Parce que notre forme est alternée. Autrement dit, dès que parmi ces 3 vecteurs, vous en avez 2 qui sont les mêmes, autrement dit, dès que 2 indices sont égaux entre i, j et k, ça, ce terme-là, c'est le scalaire 0. Autrement dit, parmi ces 27 termes, les seuls qui ne sont pas nuls sont ceux pour lesquels i, j et k sont 2 à 2 distincts. D'accord? Alors, je vais écrire ça. Vous voyez que ça ne laisse que 6 termes non nuls que l'on va écrire de l'autre côté. Terminant la preuve, j'ai écrit ce que je vous ai raconté, f étant alterné, les seuls termes non nuls de la somme de 27 termes que l'on vient d'écrire, sont ceux où i, j, k sont 2 à 2 distincts, mais ça signifie que le triplet i, j, k est donc l'image de 1, 2, 3 par une permutation de l'ensemble 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme sigma de 1, sigma de 2, sigma de 3, avec sigma appartenant à grand sigma 3. Autrement dit, les seuls termes qui restent, je vous rappelle que la sommation, elle est en x, i, y, j, z, k, f de ei, ej, ek. Donc l'indice qu'on met sur e ici est sur x, là sur e là et sur z, et sur le troisième e et sur le deuxième e et sur y, et sur le troisième e et sur z. Ici j'ai pris 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais si je prends 3, 1, 2, je dois écrire 3, 1, 2. Ici j'ai pris 2, 3, 1, j'ai réécrit 2, 3, 1, il en manque encore 3. Alors disons par exemple x1, y3, z2 avec f de e1, e3, e2. Manque encore, donc je vais prendre x, donc y2, x3, z1. F de E3, E2, E1, et manque encore, je le mets où? Je le mets là,
plus x, alors ici je vais fixer z3, x2, y1, f2, e2, e1, e3. Voilà mes 6 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont bien là. Alors, regardons les 3 premiers. Ici, celui-là et celui-là. Ils sont suivis de f de E1, E2, E3. Ça, c'est f de bêta. E3, E1, E2. Alors, qu'est-ce que c'est que E3, E1, E2? Imaginons, si ici, j'échange E1 avec E2 avec E3. Par exemple, hein, je répète, si j'ai f de E1, E3, E2. Là, j'ai procédé à l'échange des vecteurs E numéro 2 et 3. Ça, c'est moins f de bêta. Moins f de bêta. Oui, mais à nouveau, si je remets ici, si j'échange E1 et E3, j'obtiens ça. Donc ça, c'est moins f de bêta. De même, ici, là, f de E2, E3, E1, c'est, regardez, si j'échange ici E2 et E3, vous voyez qu'il faut 2 inversions pour envoyer E1 ici. Donc c'est l'opposé par exemple de f de E2, E1, E3 qui lui vaut moins f de bêta puisque E3 a été fixé ici et E2 et E1 ont été échangés. Ça c'est moins ça, donc c'est encore f de bêta. Autrement dit, les 3 premiers f ici, ça vaut f de bêta. Et les 3 seconds, alors les 3 derniers, pardon, celui-là, l'image de cette famille, l'image de cette famille et l'image de celle-là. Alors, c'est celle-là, celle-là pour finir, et enfin F2. Alors vous voyez que ça correspond ici. Hein, je n'invente pas comme ça. C'est avec l'habitude ici, c'est les permutations. Les indices sont dans l'ordre. Les images des permutations de 1, 2, 3 par l'identité, un 3 cycle. La transposition qui fixe 1 et échange 3 et 2. Ici, la transposition qui fixe 3 et échange 2 et 1. Là, la transposition qui va, alors laquelle il nous manque, celle qui fixe 2, et donc il va nous manquer E3, E2, E1, qui vaut E3, E2, E1, qui vaut moins f de bêta. E3, E2, E1 égale moins f de bêta, avec un moins ici, que j'encadre. Autrement dit, l'image de x, y, z, si on appelle f de bêta, f de 1, 2, 3, il vient donc, regardez là-haut, hein, x1, y2, z3, plus x3, y1, alors attention, là il y a un problème, z3 bien sûr, z3, plus, mais non, x3, y1, z2, et c'est le 2 qui va être, hop, amené ici, plus x2, y3, Z1, ça c'est les 3 premiers. Ensuite, il vient moins, hein, celui-là, là, ici, hop. Alors, x1, y3, z2, moins, celui-là, là, x3, y2, z1, et enfin, moins le dernier, x2, y1, Z3, mais qu'est-ce que c'est que ce que je viens d'écrire dans le crochet? C'est déterminant dans la base B de x, y, z. Alors, c'est bien ce que l'on voulait montrer, à savoir f de bêta multiplié par déterminant dans la base bêta de x, y, z, où f de bêta est un scalaire ici, hein, un scalaire lambda appartenant à K et indépendant de x, y, z. Alors, on a prouvé ce que l'on voulait, avec en plus une information, c'est que le scalaire qui permet d'écrire la forme trilinéaire alternée en fonction du déterminant, c'est l'image de la base par cette application. J'écris ça comme un complément à notre résultat, et on en déduit quelque chose de très important sur une condition nécessaire et suffisante pour qu'une famille de 3 vecteurs soit une base dans un espace vectoriel de dimension 3. Je vais donc écrire la précision concernant le théorème dont on vient de parler, mais avant j'aimerais faire une petite remarque.
À partir de la phrase d'introduction du tableau précédent où on parlait des permutations de 1, 3, on a dit que les seuls termes non nuls sont ceux où I, J, K sont respectivement sigma de 1, sigma de 2, sigma de 3, où sigma est une permutation de 1, 3, c'est-à-dire un élément de grand sigma 3. Ça peut s'écrire comme ça. La somme pour x, y, z égale somme pour toutes les permutations sigma appartenant à grand sigma 3 de x sigma de 1, y sigma de 2, z sigma de 3, f de e sigma de 1, e sigma de 2, E sigma de 3, vous voyez que respectivement I, J, K sont sigma de 1, sigma de 2, sigma de 3. Il y a 6 termes là-dedans. Certains sont précédés de plus et de moins fois f de bêta. Pourquoi ? Ça c'est plus ou moins f de bêta, ou f de bêta c'est f de 1, e de E3. Pourquoi ? Alors l'idée c'est la suivante, f étant trilinéaire et alternée, elle est antisymétrique. Alors il est assez facile de voir que quel que soit sigma appartenant à grand sigma 3, l'image de 3 vecteurs E indice sigma 1, E indice sigma 2, E indice sigma 3, si vous remettez les vecteurs à leur place là pour faire f de E1, E2, E3, eh bien vous avez devant, ce qui vient, c'est la signature de la permutation. On a vu que quand un vecteur était fixe et 2 est changé, la signature c'est celle d'une transposition, c'est -1. Quand c'est un 3 cycles qui permet de passer de ces 3 vecteurs à ces 3 là, la signature c'est +1. Alors ça sera quelque chose de vrai pour les formes n linéaires, on verra ça un peu plus tard. Conclusion, f de x, vous remplacez, f de x, y, z, pardon, vous remplacez tout ça par tout cela là. Et donc il vient, cette partie-là, par ça, donc il vient signature de sigma, facteur de x sigma 1, y sigma de 2, z indice sigma de 3, multiplié par ça qui est un terme constant que je peux mettre devant la somme. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, là, cette quantité-là, c'est le déterminant dans la base bêta du vecteur x, y, z. On a donc pour toute famille x, y, z, f de x, y, z égale ça, f de E1, E2, E3, que l'on peut appeler f de bêta. F de bêta égale f de E1, E2, E3, ce qui est un scalaire indépendant de x, y, z. Et donc, ça nous amène d'ailleurs à nouveau à la précision que je souhaitais faire. Si f de E3 dans K est trilinéaire et alterné, on a pour tout x, y, z dans E3, l'image par f de x, y, z. On sait que c'est scalaire fois le déterminant dans la base bêta de x, y, z. Ce scalaire, c'est f de bêta, où f de bêta, c'est l'image par f des vecteurs formant la base. Voilà pour cette précision. On passe à la dernière proposition dont je vous ai parlé précédemment sur la caractérisation des bases. Alors, allons-y pour cette proposition. On prend une famille UVW de 3 vecteurs de E, donc un triplet de vecteurs dans E exposant 3, et bêta, une base de E, je vous le rappelle. La famille UVW est une base de grand E si et seulement si son déterminant sur la base bêta n'est pas nul. La non-nullité du déterminant est caractéristique des bases parmi les familles de 3 vecteurs de E. Je vous rappelle que E est un espace vectoriel, de dimension 3. 3, c'est la longueur de la famille UVW qu'on a considérée. On va montrer d'une part que si cette famille est liée, cela implique que le déterminant de cette famille est nul. Et d'autre part que si elle est libre, cela implique que le déterminant est non nul. On aura donc, par contraposé de la première, et l'implication numéro 2, l'équivalence entre la famille est libre et le déterminant est non nul. Mais comme on est en dimension 3 et qu'on a une famille de 3 vecteurs, être une base ou être libre, c'est la même chose. Alors, supposons que la famille est liée. Alors, l'un des vecteurs de cette famille est une combinaison linéaire des deux autres. Bon, j'ai choisi par exemple W, il y a lambda U plus mu V. Vu la symétrie, enfin pas l'antisymétrie du déterminant, le fait que U soit combinaison linéaire de V et W ou V combinaison linéaire de U et W va donner le même résultat, à savoir que ici par exemple, avec mon choix, le déterminant de UV et W, c'est le déterminant de U, V et lambda U plus mu W. Mais on a vu que le déterminant est trilinéaire, en l'occurrence linéaire par rapport à sa troisième variable. On obtient lambda déterminant de UVU
plus mu fois déterminant dans la base bêta, là j'aurais pu l'écrire, hop, dans la base bêta de UVV. UVV, mais ça fait 0. Pourquoi ça fait 0? Parce qu'ici il y a U et U à 2 places, et là il y a V et V à 2 places. Donc le déterminant vaut bien 0. Deuxièmement, supposons que la famille soit libre. Alors, on peut l'appeler gamma, UVW, et dans ces cas-là, une famille libre à 3 éléments, dans E, est une base de E. On peut tout à fait faire la construction que l'on a faite à partir de bêta, mais cette fois à partir de gamma. C'est-à-dire considérer l'application déterminant dans la base gamma, qui va de E3 dans le cas. Bon, on peut dire qu'à tout triplet x, y, z de vecteurs de E, elle associe déterminant dans la base gamma de x, y, z. Le déterminant dans la base gamma faisant intervenir les coordonnées de x, non plus dans la base bêta, mais dans la base gamma. Idem pour y et pour z. Ceci, bien sûr, est une forme trilinéaire alternée, puisque le fait qu'on ait pris gamma ou bêta comme base n'influe pas. Et d'après notre résultat précédent, ça c'est proportionnel à l'application déterminant dans la base bêta. Alors pour l'instant on en est là, gamma est une base et le déterminant sur cette base est proportionnel déterminant dans la base bêta. On va en déduire que le déterminant de gamma, de UVW, donc de la famille gamma, n'est pas nul. Et ça nous permettra d'ailleurs de faire une formule de changement de base au passage pour conclure cette vidéo. Terminant cette preuve, je vous rappelle qu'ici gamma est la famille UVW, qu'elle est libre et donc que c'est une base de grand E. On a introduit le déterminant dans la base gamma, qui est une application trilinéaire alternée. Oui, mais toutes sont proportionnelles à déterminant dans la base bêta. Donc, pour tout x, y, z appartenant à E3, le déterminant dans la base gamma de x, y, z égale une constante fois déterminant dans la base bêta d'x, y, z. Et cette constante, on sait que c'est déterminant dans la base gamma de bêta elle-même. La famille E1, E2, E3. Alors, regardez l'idée. On va appliquer cette égalité pour x, y, z égale UVW égale gamma. Je vais écrire donc déterminant dans la base gamma de gamma. Qu'est-ce que c'est? Remarquez qu'on aurait pu ici écrire également le déterminant dans la base bêta de bêta. C'est le déterminant des vecteurs E1, E2, E3 dans la base E1, E2, E3. C'est-à-dire le déterminant 1, 0, 0, 0, 1, 0, puisque E1 c'est 1, E1 plus 0, E1 plus 0, E2, E2 c'est 0, E1 plus 1, E2 plus 0, E3, 0, 0, 1. Alors là vous pouvez calculer comme vous voulez, vous voyez que la seule permutation de 1, 2, 3 qui va fournir un terme non nul parmi les 6, c'est l'identité, et ça vaut 1. On va faire ça, fois ça, fois ça, 1. Attention, il y a plein d'autres termes, mais tous les autres sont nuls. Ici, de même, on doit écrire les coordonnées de UVW en fonction de UVW. On obtient 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, et ça vaut 1. On a donc, en mettant ici x, y, z égale UVW, 1 égale déterminant dans la base gamma de bêta multiplié par déterminant dans la base bêta de gamma. Mais ça, un scalaire qui multiplié par un autre fait 1 n'est pas 0, sinon ça ferait ici 0, autrement dit, et déterminant dans la base bêta de gamma est différent de 0, ce que l'on voulait. Alors, vous voyez que cette preuve nous a donné deux informations que je résume pour la fin, là. D'abord, la base gamma est devenue une deuxième base de E. Prenons une notation plus usuelle. Si bêta et bêta prime sont deux bases de grand E, le déterminant de l'un est proportionnel au déterminant de l'autre. Et on sait que ici, quand on a une forme trilinéaire, f est alterné, f de x, y, z, c'est f de bêta multiplié par déterminant dans la base bêta. Alors ici, vous voyez, si je prends trois vecteurs x, y, z, le déterminant dans la base bêta prime de x, y, z, c'est la valeur de ce déterminant en bêta
multiplié par le déterminant en bêta de x, y, z. Remarquez qu'on peut enlever les x, y, z et dire ici que, hop, déterminant dans la base bêta prime égale déterminant dans la base bêta prime de bêta multiplié par déterminant dans la base bêta. Cette égalité-là est une égalité entre scalaires, et alors que celle-là est une égalité entre applications. Ici, c'est le point de multiplication d'une application par un scalaire. Et deuxième enseignement, vous voyez que quand on applique le déterminant dans une base gamma à gamma, ça fait 1, dans une base bêta à bêta, ça fait 1. En fait, ceci, vous voyez que ça caractérise parmi toutes les formes trilinéaires, celle qui envoie justement la base E1, E2, E3 sur 1. En fait, déterminant dans la base bêta, où bêta c'est E1, E2, E3, c'est le seul pour lequel ici, le lambda là, vaut 1. Autrement dit, pour lequel, c'est le seul pour lequel l'image par déterminant dans la base bêta vaut 1. Autrement dit, c'est l'unique forme alternée petit f sur E telle que f de bêta égale 1. D'accord? Toute forme trilinéaire alternée est une constante de déterminant. C'est la seule forme linéaire pour laquelle la constante vaut 1, c'est-à-dire la seule forme trilinéaire alternée qui envoie bêta sur 1. Voilà qui peut aussi être une caractérisation du déterminant. Donc la remarque 1 concerne le changement de base, et la remarque 2, la caractérisation du déterminant dans la base bêta. C'est finalement l'unique forme trilinéaire alternée sur grand E qui envoie bêta sur 1. Alors, tout ça sera revu dans le contexte plus général des déterminants en dimension n. On va commencer donc dans la prochaine vidéo à parler des applications n linéaires et puis après des applications n linéaires alternées. À bientôt.